Salut les petits gars, salut les princesses, bienvenue dans Mercredi c'est la folie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le 25 mai, il est 15 h. En fait, non, il n'est pas 15 h. En fait, il n'est pas 15 h, il est 7h30 du matin. Oui, je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis venu me reposer ici dans un petit village du sud de Paris, Barbizon. Et ce petit village, Barbizon, c'est un village qui a accueilli très souvent beaucoup d'artistes. Et en l'occurrence derrière, si vous regardez un petit peu, il y a les deux portraits de Théodore Rousseau et Jean-François Millet, deux peintres. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, je voulais vous faire visiter un petit peu cet endroit qui pour moi est un endroit rempli de bons souvenirs. Et puis j'ai plein d'amis qui habitent ici dans les parages. Donc voilà, je voulais vous faire profiter un petit peu de mes petites vacances. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Allez, go! Donc, nous voici ici dans la forêt de Fontainebleau. Hein, vous allez voir, je vais vous faire visiter un petit peu. Il y a des rochers énormes, il y a même du sable. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, il y a 35 millions d'années, donc ça date pas d'hier, et bien ici, il y avait la mer. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y avait la mer. Donc voilà, bon, on y va? Allez, venez. Alors, comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a des rochers énormes, il y a des blocs de rochers partout. Ici, dans la forêt de Barbizon, si vous voulez faire de la grimpette, c'est un vrai bonheur. C'est marrant, c'est des rochers qui ont été sculptés pour certains et qui sont là depuis évidemment des millions d'années. Vous allez voir, il y en a qui ont pris la forme de chiens, d'éléphants, etc. C'est assez magique comme endroit. C'est très très agréable. Et si je me tais 2 petites secondes, écoutez. On est au petit matin, c'est pour ça que je ne parle pas très très fort. C'est très agréable parce que la forêt se réveille. Il n'y a pas encore de touristes. Il fait pas très chaud, mais il fait du soleil, donc c'est quand même pas mal. Et vraiment, c'est agréable. Et je voulais vous faire profiter de ce petit endroit de paradis. Bon, on continue la visite? Allez, venez. Alors, ça vous dit une petite grimpette? Allez, venez. Bougez pas, j'arrive. Attention. Oïs la saucisse. Ah. Alors vous voyez ici, eh bien on voit, on va pas dire toute la forêt de Barbizon parce que voilà, mais on en voit une bonne partie. Alors vous savez quoi? J'ai envie de chanter. J'ai pas ramené ma guitare, hein, j'ai pas ramené le ukulélé non plus, mais allez, une petite chanson. Dans la mer, dans la forêt, dans la savane ou dans les marais, tous les animaux aimeraient bien qu'on se donne un petit coup de main. Un lion décoiffé, la crinière tout ébouriffée, demande à un chimpanzé s'il peut l'aider à se peigner, se brosser, se coiffer. Dans la mer, dans la forêt, dans la savane ou dans les marais, tous les animaux aimeraient bien qu'on se donne un petit coup de main. Une girafe embêtée, le cou trop long pour faire ses lacets, demande à un perroquet s'il peut prévenir qu'elle sera en retard pour aller travailler. Dans la mer, dans la forêt, dans la savane ou dans les marais, tous les animaux aimeraient bien qu'on se donne un petit coup de main.
Une grenouille enrhumée, avec une fièvre carabinée, demande à un sanglier s'il peut l'emmener chez le docteur pour qu'elle soit bien soignée. Dans la mer, dans la forêt, dans la savane ou dans les marais, tous les animaux aimeraient bien qu'on se donne un petit coup de main. Un dauphin en danger, sur une planète maltraitée, demande aux enfants du monde entier de la cajoler, la chouchouter et surtout la protéger. Vous êtes d'accord? On y va? 1, 2, 3, 4. Dans la mer, dans la forêt, dans la savane ou dans les marais, tous les animaux aimeraient bien qu'on se donne un petit coup de main. Hey! Ben moi je suis bien ici. On continue la balade? Allez, go! Bon, je vais essayer de descendre. Et de ne pas me casser une jambe d'ailleurs. Attention. Bon ben, vous venez? Maintenant qu'on a visité la forêt de Fontainebleau, qu'est-ce qu'il y a à Fontainebleau? Eh bien, il y a le château de Fontainebleau. Oui, le château de Fontainebleau. Et qui habitait le château de Fontainebleau? Eh bien, on en parle souvent en ce moment. C'est monsieur Napoléon. Et oui. Alors, vous voulez le visiter, le château? Allez, venez, je vous emmène. Bon, on y va? Parce que c'est pas fini, hein. Il y a de la route. Hein. Elle est grande, la forêt de Fontainebleau. Allez, go! Allez, je vous emmène à Barbizon, la ville des peintres, des poètes, des impressionnistes. Bref, il y avait par exemple George Sand, Alfred de Musset, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire, Fernandel, Pierre Brasseur, Jean Cocteau et Jean-François Millet, qui a peint Les Glaneuses, qui avait son atelier, sa maison ici. Théodore Rousseau, qui a peint énormément la forêt de Fontainebleau, qui avait également son atelier et sa maison à Barbizon, ici à côté de l'église que nous allons voir là tout de suite. Là, vous voyez, c'est la rue principale de Barbizon. Les commerces sont évidemment encore fermés, il est très tôt. Voilà la maison de Théodore Rousseau. C'était sa maison et son atelier. D'ailleurs, l'église qui est à côté est attenante à la maison, et pour cause, puisque l'église a été édifiée dans la grange de la maison et de l'atelier de Théodore Rousseau. Vous voyez ici, la place vient d'être terminée. Elle a été terminée, elle a été refaite il y a quelques semaines. Voilà l'entrée de l'église, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un endroit très paisible. C'est une église qui est toujours ouverte, qui permet à n'importe qui de pouvoir venir se recueillir et puis se poser un petit peu. Voilà. Nous voilà de retour donc dans la rue principale de Barbizon. Les commerces sont toujours fermés parce qu'il est encore trop tôt. Voilà. Et je vous emmène donc maintenant à Fontainebleau. Vous êtes prêts? Allez, go, c'est parti. La maîtresse demande à un élève, quand tu chantes, tu dis « je chante ». Très bien. Ouais, c'est bien. Et quand ta sœur, elle chante, tu dis « je dis tais-toi ». Allez, je vous emmène visiter le château de Fontainebleau. Le château date du Moyen-Âge. La date exacte n'est pas connue, mais environ 1150. C'est le château où vécut Napoléon Bonaparte ou Napoléon Ier. Peu importe, c'est le même.
D'ailleurs, cette année, nous célébrons le bicentenaire de sa mort. C'est pour cela que le château est actuellement en réfection. Alors, qui était Napoléon Bonaparte? Vous le savez, né en 1769, il devint empereur des Français en 1804. Après la Révolution française, en 1899, soit 10 ans après le début de la Révolution, Napoléon fit un coup d'éclat et sans le vote des Français, arrive à prendre le pouvoir. Il se donna le titre de premier consul avant d'être proclamé empereur des Français en 1804 par le Sénat. Pour la petite histoire, Napoléon décida à la veille d'être sacré empereur de faire du château de Fontainebleau une de ses résidences principales et il ordonna alors la rénovation du palais pour y accueillir le pape Pie VII venu le couronner. Le château est remeublé, écoutez bien, en 19 jours seulement. Pour la petite anecdote, lorsque le pape voulut poser la couronne sur sa tête, Napoléon lui prit des mains et la posa lui-même. Sans doute qu'il devait être pressé. Ce fut une très belle et grande cérémonie. D'ailleurs, après l'échec de la guerre contre la Russie, c'est sur l'escalier en fer à cheval que Napoléon fit ses adieux en 1814 et partit s'exiler sur l'île d'Elbe en Italie. Mais, ayant de la suite dans les idées, il arrive à s'enfuir et il regagna Paris en 3 semaines. C'est là le début des 100 jours, au cours desquels il va reprendre le pouvoir et préparer la confrontation finale avec les Britanniques et les Prussiens. Mais pour la deuxième fois, il devra abdiquer et sera emmené sur l'île de Sainte-Hélène, au large de l'Afrique, où il mourra le 5 mai 1821 d'un cancer de l'estomac. Enfin, c'est ce que l'on dit, parce que l'on retrouvera quand même de l'arsenic dans ses cheveux, ce qui fera penser qu'il aurait peut-être été empoisonné. Mais ça, on ne le saura jamais. Bref, voilà, c'était la petite histoire de Napoléon et du château de Fontainebleau. Bon, allez, une petite blague. Allez, go! La maîtresse, elle s'énerve sur un élève. Elle n'en peut plus. Ah, Tom, écoute, il y en a marre. Hein. Quand tu manges lentement. Quand tu marches, tu marches lentement. Quand tu travailles lentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais faire vite? Et là, Tom répond, oui, je me fatigue très vite. Allez, nous voici de retour. Je vous avais promis de vous montrer un nouvel appareil. Alors, un nouvel appareil, pas vraiment nouveau, hein, parce qu'il a quand même quelques années maintenant. Il date du XVIIIe siècle, quand même. Donc, cet appareil, qui est le phonographe, qui est juste l'ancêtre du tourne-disque, vous allez voir, c'est un appareil magique. Moi, j'adore ça. Regardez. Donc, voici le petit appareil que j'ai pris avec moi. Hop, voilà le cornet. Je l'ai pris dans ma chambre. C'est ici que je dors actuellement, pendant mes petites vacances. Voyez-vous? Voilà. Et je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, on retrouve le disque, hein, comme un tourne-disque. Sauf que celui-là, eh bien, c'est mécanique. Alors, depuis quand ça date? Eh bien, en fait, ça date de, allez, 1870, quelque chose comme ça. En fait, c'est un appareil qui a été inventé par un Français, Charles Cros, qui était très bricoleur. Et un jour, il prend un stylet et grave des sillons sur un cylindre rotatif. Il constate que si l'on fait passer le stylet dans les sillons qu'il a creusés, la membrane à laquelle il est rattaché reproduit les paroles, les chants et les musiques précédemment gravées. Il tente de déposer un brevet à l'Académie des sciences qui ne donne pas suite. La même année,
l'Américain Thomas Edison, profitant de l'incrédulité française, exploite le procédé et dépose le brevet du phonographe. Cette même année, en 1877, le Français Émile Berliner, reprenant le procédé du phonographe, remplace le cylindre rotatif par un disque. Il appelle le nouvel appareil gramophone. Il dépose le brevet qui est exploité par la société Pathé, qui reçoit un grand prix lors de l'exposition universelle de Paris en 1878. Puis, d'année en année, les chercheurs de la société Pathé ont amélioré les techniques musicales qui, évidemment, aujourd'hui, ne sont plus à démontrer. Voilà. Alors, il faut savoir que cet appareil, que je vais vous montrer maintenant, que je vais mettre en route, eh bien, cet appareil servait. Aujourd'hui, vous prenez une enceinte et puis vous branchez un téléphone dessus et puis vous pouvez aller n'importe où parce qu'on a de la batterie, etc. On peut se mettre dans un champ si on veut, n'importe où pour écouter de la musique. À l'époque, ce n'était pas le cas. On n'avait pas de batterie, on n'avait pas tout ça. Donc, ils prenaient cet appareil, ils le prenaient sous leurs bras, et c'est pas si léger que ça quand même, hein. Ils allaient se mettre dans les champs, ils mettaient ça en route et ils pouvaient danser. Et vous allez écouter. Regardez. Donc, vous voyez ici, on a le cornet. Là, j'ai débloqué le système. Vous voyez? Tac. On tourne la manivelle. Et oui, pour remonter le mécanisme. Et une fois que c'est fait, je vais prendre le bras, ici. Et je vais faire comme on faisait avec le tourne-disque. C'est-à-dire qu'on va poser la petite aiguille, vous voyez, ici vous avez la petite aiguille en bas, là, qui est juste là, et qui vient se poser sur le disque. Et alors sur le disque, vous avez des micro-sillons. Et voilà. Alors quand ça ralentit un peu, hop, on remet un petit peu de musique, un petit peu de manivelle. Et quand on veut faire pause, eh ben regardez. On a le bouton pause. Ça s'arrête. Et quand on veut redémarrer, bon allez, une petite blague? Allez, go! La maîtresse demande à Juliette, tu peux me donner le lieu de la mort de Napoléon? Et là, il y a Juliette qui répond, page 38 du livre d'histoire, non?
J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, vous voyez ici, il pleut. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à rentrer parce que ça commence à mouiller. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, n'oubliez pas, hein, prenez soin de la planète. À très bientôt. Hein. Allez, gros bisous. Salut. Salut. Au revoir.